Bonjour, mon nom est Patrick Provost. Je suis le cofondateur et co-coordonnateur du regroupement DES universitaire qui compte 500 membres mobilisés sur les enjeux de l'urgence climatique et de la protection de l'environnement et de la biodiversité. Nous avons proposé une collaboration à GMOB parce qu'il est important pour nous de faire connaître non seulement les problèmes, mais surtout les solutions à ces problèmes. Nous avons donc produit une série de 15 articles pour faire connaître le plan de l'ADUC par le biais de la tribune des universitaires que nous publions dans les coops de l'information. Nous avons rassemblé ces articles avec la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique et le plan de l'ADUC dans le tome spécial de la collection des universitaires que nous vous présentons aujourd'hui et qui est intitulé « Des universitaires proposent le plan de l'ADUC ». Bonne lecture! Le plan de la DUC, c'était pour fournir à la population, ça serait quoi un plan de la part des gouvernements qui pourrait faire en sorte qu'on évite des seuils catastrophiques du réchauffement planétaire? C'est une présentation. C'est un état de situation. Ce qu'on a voulu faire, c'est pas nécessairement que ce plan-là soit le seul et unique, soit le meilleur sur la planète, etc. Non, ce qu'on voulait, c'est que, regardez, ça devrait ressembler à ça. Ça devrait toucher l'ensemble des secteurs. Là, il y avait 11 chantiers, 11 domaines. Bien, on a pris chacun des domaines et on a fait un état de situation. Quels sont les faits dans ce domaine-là? Et à partir des faits qui sont là, on dit, c'est à cause de ces faits-là, c'est pourquoi on doit agir de telle et telle façon. Puis là, après ça, concrètement, ça veut dire quoi? Bien, voici des actions. Parce qu'il faut agir comme ça, voici des actions qui sont faisables au niveau gouvernemental, au niveau des municipalités, puis au niveau des citoyens. Pour chacun des chantiers, c'est tout le temps la même affaire. Puis là, il prend son origine dans la DUC, la Déclaration citoyenne d'urgence climatique. Cette déclaration-là a été rédigée en 2018. À l'automne 2018, il y a eu une vague de dépôts de la DUC dans plein de municipalités par des citoyens, organisés ou non. Mais une vague de dépôts, en tel point qu'en l'espace de quelques mois, tout à coup, on s'est retrouvé avec 250 municipalités qui avaient reconnu l'urgence climatique. Puis là, les gens qui avaient déposé puis qui avaient fait endosser cette affaire-là, ils se sont retournés de bord puis on a dit « OK, là, on a réussi à faire endosser ça. À cette heure, qu'est-ce qu'on fait? » On a défini des domaines qu'on considérait être liés à l'urgence climatique. Et il est paru un article, une publication d'un groupe australien avec des scientifiques de renom, appuyé par des scientifiques de renom, une publication qui s'appelait Réalité climatique 2020, qui a été traduite en différentes langues. Et quand on a vu ça, on s'est dit, oui, ça correspond exactement à ce que l'on croit. Et on va retoucher, évidemment, le plan de la DUC, qui en était à la version 4. On s'est dit, ben là, on fait une version 5. Eux autres, ils alertaient par rapport aux conclusions du GIEC. Même, ils alertaient bien avant le rapport du GIEC qui est sorti au mois d'août, il y a à peine un mois. Ils alertaient pour dire le GIEC est un peu jovialiste. Il est trop optimiste dans ses prévisions. Eux autres, ils disaient, notre compréhension à nous, là, c'est que plus 1,5 degré, on va atteindre ça, on risque de l'atteindre dès 2025. Puis plus 2 degrés, ça risque d'être avant 2040. Puis la trajectoire sur laquelle on est va nous amener à plus 5 degrés avant 2100. On s'est dit non, il faut vraiment aller, faut dire à la population ce qu'il en est pour qu'elle puisse réagir correctement à la situation. Puis là, eux autres, ils concluaient en disant, c'est pas compliqué, il faut qu'on atteigne 0 émission déjà en 2030, bien avant 2050. On n'a plus 3 fois le temps qu'on avait, on a 3 fois moins. Il y a des actions qu'on avait prévues, qu'on proposait, qui prenaient quand même un certain temps, qui s'échelonnaient sur un certain nombre d'années. Là, il fallait, ou bien on les fait beaucoup moins de temps, ou bien on n'a plus le temps de les faire, on remplace, on va faire autre chose. Et donc, on a revu l'ensemble du plan, et ça a donné la version 5.0. Parce qu'il y a cette urgence-là urgente, ça veut dire que si on n'agit pas, si on ne pose pas les gestes nécessaires maintenant,
c'est la vie du vivant, y compris de l'humain dans ce vivant-là, qui est mise en danger, qui est à risque, à très fort risque. C'est pour ça qu'on dit que c'est un plan qui est vital. C'est vital, parce qu'on ne pose pas ces gestes-là, on risque d'y rester. Pourquoi les citoyens doivent agir? Bien, c'est parce que le gouvernement n'est pas là pour cet enjeu-là présentement. Et quand je dis le gouvernement, je mets tous les gouvernements municipaux, provinciaux, fédéraux et même les instances internationales. Le plan d'action de l'ADUC porte sur 11 domaines d'intervention où gouvernement, municipalités et citoyens doivent poser des gestes concrets pour lutter contre le réchauffement climatique. 9 de ces domaines se combinent pour sortir des énergies fossiles, pendant que les 2 autres visent à se protéger des impacts inévitables du réchauffement en cours. Une leçon que nous a enseignée la COVID-19, la pandémie, c'est que nous pouvons rapidement être dépassés quand une crise importante arrive et que nous n'avons pas, ou n'avons pas prévu, ou n'avons pas prévu en quantité suffisante les équipements nécessaires à la réponse sur le terrain à ces crises. Conséquemment, parmi toutes les mesures et les actions que propose le plan de l'ADUC pour faire face aux crises concrètement, l'une de ces actions est en train de prendre forme, les refuges communautaires. Les gens ont constaté cet été qu'on est en situation problématique de crise. Je pense que les gens sont profondément préoccupés. Comme on voit de plus en plus avec les feux de forêt de plus en plus fréquents, les canicules à répétition, c'est qu'il faut qu'on adapte les communautés à faire face au changement climatique. Et il faut qu'il y ait des lieux qui soient là pour la communauté en cas de désastre climatique et surtout pour les communautés plus vulnérables. Dans la déclaration d'urgence climatique, on a dit c'est bien beau, on a positionné l'urgence climatique maintenant à l'international, mais il y a possibilité de faire en sorte de mettre des campagnes locales, devenir mondiales, puis de les mettre à seconde vitesse. Avec GMOB, on a commencé à travailler à positionner l'urgence climatique dans le spectre médiatique. Par la suite, on a travaillé à détailler des plans d'urgence. Et là, on est rendu au stade de se dire, OK, c'est bien beau ces plans d'urgence-là, mais par quoi on commence? Le sentiment qu'on a eu au niveau de la déclaration d'urgence climatique, c'est que cette idée d'église-refuge-là, elle positionne la notion d'urgence dans quelque chose de concret. Et là, les gens, cet été, ont vu puis qu'est-ce qui s'est passé avec les feux de forêt. Et là, c'est comme, ouf! Qu'est-ce qu'on fait? Actuellement, on explore la possibilité d'utiliser les bâtiments de patrimoine religieux qui sont en mal de vocation comme base de travail pour construire des lieux où les gens pourraient être protégés des chocs environnementaux et climatiques. L'idée dans la population, c'est qu'une église, ça doit servir au bien commun. Qu'on puisse s'organiser avec les municipalités, avec les services sociaux, avec les gens des communautés pour que ce soit possible, quand il y a des inondations, quand il y a des enjeux vraiment, bien, que ce soit possible de se rassembler dans ces lieux-là pour avoir des services de refuge. L'angle des lieux de refuge, en fait, c'est de se dire, bien, il y a des églises, il y en a des centaines à travers le Québec qui sont en mal de vocation. Il fallait leur trouver des vocations d'usage immédiat, c'est-à-dire pas d'usage dans 20 ans, dans 15 ans, mais d'usage en ce moment pour répondre à un besoin immédiat. C'est très intéressant parce que ça l'amène l'enjeu climatique puis l'enjeu des problématiques qu'on vit actuellement dans le très concret pour chacune des communautés à travers le Québec. C'est une question de justice climatique, qu'il y ait des lieux de refuge et de résilience pour que lorsque la situation va empirer de plus en plus, on ne soit pas en panique puis qu'on ne sache pas où mettre les gens et qu'il y ait des décès par rapport à ça. On sent la préoccupation. On reçoit des contacts, on reçoit des réactions actuellement de personnes qui disent « J'avais jamais pensé ça, là, mais c'est là qu'on est rendu. » Déjà, beaucoup de gouvernements reconnaissent l'urgence climatique. Là, c'est pas juste de reconnaître l'urgence climatique, c'est de passer à l'action. Depuis 2018, au moins 525 municipalités représentant plus de 80% de la population québécoise ont reconnu l'état d'urgence climatique, tel que décrit dans la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique. Et 22 de ces municipalités ont adopté les chantiers du plan de l'ADUC.
Ces gouvernements qu'on dit de proximité n'ont cependant pas les ressources pour être capables d'agir face aux intempéries et aux crises climatiques qu'elles subissent sur le terrain. Ce sont donc les paliers supérieurs qui possèdent ces pouvoirs et ces ressources, et elles doivent revendiquer aux paliers supérieurs les lois et les règlements contraignants et conséquents. Elles doivent également revendiquer les ressources nécessaires pour faire face aux intempéries sur le terrain, qui vont leur permettre de faire la transformation, l'adaptation et soutenir les communautés locales dans tout le processus. Cependant, elles ont quand même un pouvoir d'agir et de l'exercer, ce pouvoir, dans leur champ de compétences. Saint-Bruno-de-Montarville est l'une des premières municipalités du Québec à avoir reconnu l'état d'urgence climatique et Leduc, et l'une des 22 à avoir adopté le chantier du plan de Leduc. Nous avons rencontré M. Martin Murray, son maire sortant, et nous lui avons demandé de nous expliquer pourquoi. Il y a une urgence climatique. Malheureusement, on est encore un petit peu dans le déni pour certaines personnes, certaines, je dirais même municipalités, mais on est rendu là. Je pense que la situation actuelle fait en sorte qu'on ne peut plus atermoyer, qu'on ne peut plus remettre à plus tard des interventions qu'on doit faire, au niveau bien sûr des gouvernements supérieurs, mais les gouvernements dits de proximité ont des pouvoirs qu'on utilise très peu pour le moment et qu'on devrait utiliser. Vous savez, nous, on est responsable de l'aménagement du territoire et de l'occupation du territoire. Donc, dans cet aménagement-là, dans cette occupation du territoire, on peut s'assurer de poser des gestes qui vont faire en sorte, entre autres, qu'on va protéger nos milieux humides, qu'on va protéger nos milieux naturels, qu'on va planter des arbres. Et on a tendance à ne pas utiliser ces pouvoirs-là alors qu'on devrait les utiliser, c'est-à-dire dans les nouvelles implantations, dans les nouvelles habitations. Avoir des critères qui sont des critères qui poussent très, très loin cette notion environnementale-là. Et on a la capacité d'amener les développeurs à aller dans cette direction-là. Et là, c'est là que les gouvernements supérieurs peuvent devenir des agents de changement en permettant, jusqu'à un certain point, d'atténuer les coûts additionnels qui sont reliés à ces modifications-là. Qu'est-ce qui explique, selon vous, que ça se fasse pas plus que ça, mettons? C'est assez mystérieux. Parce que vous savez que l'UMQ a adopté évidemment, sa plateforme climatique, mais on dirait que ça n'a pas percolé. Je le vois actuellement dans les élections municipales qui ont cours. On parle encore très peu de la lutte au changement climatique. Ce n'est pas... ça ne semble pas être une formule gagnante. C'est assez spécial, hein? Je pense que ça, on renvoie ça au niveau des citoyens. Vous savez que les citoyens, tout le monde est pour la vertu. Et puis, quand c'est le temps de la pratiquer, bien, c'est toujours le voisin. Le voisin peut le faire, mais moi, pour toutes sortes de bonnes raisons, j'ai des bonnes excuses, donc c'est difficile pour moi. Alors qu'au fond, c'est l'ensemble de la collectivité, c'est l'ensemble des citoyens qui doivent participer à faire en sorte qu'on puisse faire ce virage, ce nécessaire virage-là, qui doit être le plus... En fait, c'est un virage, je vous dirais, presque à 180 degrés et dans un délai très, très, très court. Donc, ça va amener des changements importants au niveau des individus dans leur façon de consommer. Et ça, on dirait que les politiciens ont peur d'en parler, ont peur de l'amener sur la place publique. Donc, on reste dans les grands idéaux, dans les grands principes, mais dans les éléments très, très concrets, on n'est pas encore là. C'est un petit peu ce qui me déçoit, d'ailleurs, durant la campagne électorale présentement au niveau municipal. Donc, selon vous, les municipalités ont un pouvoir d'agir déjà face à la crise climatique? Ils ont un pouvoir beaucoup plus grand qu'elles ne le pensent ou qu'elles ne le souhaitent, peut-être, dans certains cas. J'irai jusque-là. Il y a plusieurs mois, nous avons fait parvenir le plan de Leduc à toutes les municipalités, à tous les députés québécois, fédéraux et provinciaux, ainsi qu'aux ministres concernés. Mais dans l'année qui vient, nous devrons refaire cet exercice parce qu'il y aura eu des élections à tous les niveaux. En attendant, d'autres chemins s'offrent à nous. Nous avons contacté Rosa Galvez, sénatrice canadienne, qui siège aussi à Parlaméricas, qui est une institution composée de 35 législations nationales d'Amérique du Nord, centrale, du Sud et des Caraïbes. Elle est présidente du réseau parlementaire sur le changement climatique de Parlaméricas. Rosa Galvez a pris connaissance de notre travail et du plan de Leduc, qui fera partie de ses prochaines discussions avec ses collègues du réseau parlementaire de Parlaméricas. L'une des prémices du plan de Leduc est de mentionner que les mesures à mettre en place en termes de politique nationale et internationale sont tellement immenses que face à l'ampleur de la crise climatique,
que seul le pouvoir des États, dans le peu de temps qui nous reste, peut accomplir cette tâche. Parlez-nous de l'importance du fait que les citoyens doivent maintenant s'adresser, débarquer dans leur sphère politique le plus urgemment possible. La COVID nous a démontré que dans des cas d'urgence globale, les seuls qui sont en position de pouvoir nous sortir de la crise sont les États. La question de l'urgence climatique, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas les corporations, si on attend à que les énergies fossiles disent d'eux-mêmes « je m'arrête », ça n'arrivera jamais. Donc c'est encore l'État. Mais l'État, c'est les partis politiques qui répondent seulement à les votes. Donc effectivement, c'est la population qui doit augmenter la façon dont elle participe à la décision. Tout le monde doit parler et aucune voix est moins importante que d'autres. On parle de carboneutralité. Alors bien sûr, donc on pourrait probablement émettre une certaine quantité de GES et on pourrait compenser ça par des puits de carbone, plantation d'arbres, on en a parlé de toutes les façons. On sait qu'actuellement, la quantité qu'on a émis de GES depuis les 2 derniers siècles sont immenses. Alors la carboneutralité, c'est un miroir aux alouettes. Parlez-nous de ça. Effectivement, on avait avant l'impression comme que l'atmosphère était infinie, comme notre économie, comme le modèle économique de croissance infinie. Là, on se rend compte que notre planète est finie, notre atmosphère est finie, puis tout ce qu'on a mis reste là, ou pour longtemps. Donc aujourd'hui, il y a 400 ppm de CO2 équivalent dans l'atmosphère. La carboneutralité serait l'idéal si notre atmosphère n'avait pas de gaz à effet de serre présentement. Et que ça aurait été comme on l'avait avant l'époque industrielle, qu'on était à 200 ppm. Donc si on était à 200 ppm, puis qu'on mettait la carboneutralité entre les entrants et les sortants, bon, c'est parfait. Si on continue à émettre des émissions, puis parce qu'on capture les émissions, on n'avance pas. Il faut les voir comme une boîte dans laquelle il y a des intrants puis il y a des sortants. Alors, si les intrants, c'est égal à ce qui sortent, c'est ce qui à l'intérieur reste la même, ce qui n'est pas bon. Parce que nous avons 400 ppm de CO2 qui causent tous les changements. Donc, ce n'est pas suffisamment d'être neutre dans les entrées et les sorties, c'est de diminuer ce qu'on a mis à l'intérieur de notre atmosphère. Et ça va être fait à une combinaison de deux actions. Premièrement, l'arrêt en futur sans combustibles fossiles. Sans combustibles fossiles. C'est la condition de base. Plus d'exploitation et d'utilisation et de combustion du pétrole et du gaz. Et la deuxième, c'est d'encourager la nature à retrouver son équilibre. On parle de zéro émission nette pour 2050. Zéro émission nette pour 2050, est-ce qu'on peut qualifier ça comme une cible plus économique que scientifique? Vous savez, c'est une question très légitime. On veut faire en sorte que notre système économique reste tel quel. Et tant que ce modèle-là ne changera pas, tant que cette vision, cette approche de modèle à croissance infinie n'est pas revue, on n'aura pas les arguments pour venir et dire que notre action climatique doit passer par un changement dans notre modèle économique. Le PIB, le produit interne brut, n'est pas un indicateur de la prospérité des populations. Que la croissance infinie dans un planète qui a des ressources finies n'est pas logique, n'est pas rationnel. Vous savez, les économistes sont le secteur qui est le plus difficile à changer. Le capitalisme prédatif des ressources naturelles
est celui qui a commandé et qui continue à commander dans plusieurs parties du globe. Et je pense que c'est la prochaine étape. Il faut s'attaquer, il faut trouver des meilleurs modèles économiques. À l'automne 2019, le monde entier avait les yeux tournés vers l'Australie qui brûlait. Nous avons tous été émus par les images apocalyptiques de koalas et de kangourous en feu, de familles poussées par des incendies de forêt sur le pourtour des lacs, baignant dans l'eau pour se protéger avant d'être évacués d'urgence. Le philosophe australien Clive Hamilton avait déclaré « En Australie, nous devrons faire le deuil de l'avenir ». Dans une tribune au journal Le Monde, il avait aussi dit sa rage face au déni des dirigeants de son pays, qui refusaient d'admettre que le réchauffement climatique soit à l'origine de ces terribles feux qui ravageaient l'Australie. Rien d'étonnant que dans ce contexte, ce soit aussi l'Australie que nous soit parvenue une petite brochure explosive, La réalité climatique, en 2020. Produite par Breakthrough National Center for Climate Restoration, l'analyse qu'on y trouvait, solide et sans détour, affirmait qu'il fallait atteindre le zéro émission de GES dès 2030 et non pas en 2050, si nous voulions réduire sérieusement les risques que nous courons en prenant notre temps. Ce qui amenait les scientifiques australiens à cette conclusion, c'était la gestion des risques. Parce qu'en matière de climat, la gestion des risques, c'est pas comme en économie. Si nous nous trompons, nous n'aurons pas d'autre chance de nous rattraper. David Spratt est coordonnateur de recherche pour Breakthrough depuis 2014. Ses écrits ont été publiés dans plusieurs revues et journaux et sur des sites en ligne. Il blogue sur la science du climat, sur le risque existentiel, sur les réticences du GIEC, sur l'urgence climatique. Il est également conférencier régulièrement. Écoutons David Spratt nous parler des risques que nous encourons. Political reality must be grounded in physical reality or it's completely useless. Now that might seem an obvious thing, but often climate policy is not grounded in physical reality, and I'm about to demonstrate that in a second. The second starting point is that this is about managing risks and threats, and special attention in climate must be given to the worst possibilities, and I want to explain why. At the moment, the commitments in Paris will lead to 3 to 5 degrees of warming, which scientists say, quote unquote, is incompatible with the maintenance of civilization. Even the World Bank says it's beyond adaptation. So where we're heading will end modern societies as we know it and lead to chaos and disruption on a global scale. Last year, 2020, was the hottest year on record at 1.27. 3 of the last 5 years have been above 1.2, and it's clear that the warming average is now about 1.2 compared to the last 19th century, to the late 19th century, and the rate of warming is accelerating. The other thing that's come out, and there's a lot of peer-reviewed evidence, is it's now fairly clear that we're likely to hit 1.5, the low of the Paris bounds, by 2030 or before. So 1.5 is probably a decade or so away. The current level of greenhouse gases is probably enough for 2 degrees of warming. We can demonstrate this by various ways. Recently, a paper came out which said that if you just took the current level of greenhouse gases and let it run through the climate models, it's more than likely that that will be more than 2 degrees of warming in the long run. So when people talk about carbon budgets for 1.5 and 2 degrees, just don't believe them. I mean, we are on a trajectory towards 2 degrees or more. Of course, we can stop emissions, we can draw down carbon and stop that, but the current level of greenhouse gases is enough for 2 degrees of warming. And our climate history tells us the same thing. The last time it was this, we had this level of carbon dioxide, temperatures were 2 to 4 degrees warmer than the late 19th century. So if a prudent risk management approach is taken, there's no carbon budget left for 2 degrees, and we should not say so. It produces a complacency that we've got a budget left to spend when we don't. The fourth thing is that at 1.2, we're heading towards 1.5. It's already too hot. It is already not safe. If you look around the world, you can see that climate disruption is dangerous. Look at the fires last year. Look at the Barrier Reef, where 80% of it is gone. Look at the Arctic sea ice,
we're likely to have a blue water event within 10 years. Look at West Antarctica, where they say that some of those glaciers are already beyond their tipping point. No further emissions are necessary for those glaciers to disappear and push up a multi-metre sea level rise. So some tipping points have already passed and others really close at 1.2. Climate change is already dangerous. The other thing, and this is the most downloaded paper in the history of academic climate research, was a paper called the Hothouse Earth paper released in 2018. And they talked about scenarios where the feedbacks in the climate system, where climate change, for example, heat in the Arctic melts permafrost, and permafrost produces carbon, that the system can keep on going. The system can keep on warming itself, even if we stopped our own emissions. So they talk about the mutual interactions of these feedbacks driving warming further to a point of no return, where it just simply keeps on going. And they said that this threshold could exist at 2 degrees or even between 1.5 and 2, which is a frightening prospect. But of course, we're not on a target. We're not on a trajectory of 1.5 or 2. The current promises post-Paris would take us to on a path of 3 to 5 degrees of warming, which is existential for modern human societies. So the authors of that paper last year said, and I think this is a really important sentence, it really summarises the whole thing, the evidence from tipping points alone suggests that we are in a state of planetary emergency. Both the risk and urgency of the situation are acute. If damaging tipping cascades, the hothouse Earth, can occur and a global tipping point cannot be ruled out, then this is an existential threat to civilizations. Mobilising for zero emissions in 10 years is crucial. The conclusion, and we've seen this for a long time, long-term targets are an excuse for procrastination. I'm going to stop smoking and drinking next month. It just doesn't work. That's been the whole history of policy making. So when you have climate advocates saying 2050, it is scientifically illiterate and ethically immoral to be saying that. Just a few political conclusions. The first is that our situation is unprecedented in human history. We've never been on the edge of crashing the planet before. The third thing is that gradualism is doomed because disruption is inevitable. Either we will not deal with this problem and climate change will disrupt this society from top to bottom, or we engage in a really fast emergency transition to solve this problem, which itself will be disruptive. So all the talk about this has got to be gradual, no cost, no effect on the market is simply a non sequitur. When you have existential risk, you don't get to run the experiment more than once. You can't trash the planet and say, oh, whoops, we've got our risk management wrong, let's have another go. So you have to be really precautionary. So special precautions are required to deal with the worst risks. So the principal point is that rather than focusing on middle-of-the-road probabilities, it's important to focus on the very large impacts. The question is, what is the worst thing that could happen in climate change, and what do we have to do to stop it? And last, here's my final thought. The Victorian Premier showed daily media leadership in response to COVID. And my question is this. Imagine a Premier giving a media conference every day for 120 days in a row to show leadership and build public support for emergency action on climate disruption. Thanks very much. Méga feu de forêt. Sur la côte ouest américaine, en Colombie-Britannique, sur le pourtour de la Méditerranée, en Sibérie, en Amazonie, pluies diluviennes causant des inondations en Allemagne et en Belgique, au Japon, en Chine, l'ouragan Ida aux États-Unis, plus désastreux que Katrina en 2005. Famine à Madagascar, la première qu'on relie officiellement au réchauffement climatique. Pertes importantes de production vinicole et agricole en Amérique et en Europe. Le mois de juillet, le plus chaud jamais enregistré. Tous ces dangers climatiques sont bien là, bien présents. Très clairement, on ne peut les ignorer. Martin Béniston,
climatologue et ancien vice-président du GIEC, déclarait que le dôme de chaleur dans l'ouest canadien à 49,6 degrés Celsius était, dans le modèle, le plus pessimiste du GIEC. Mais c'était prévu pour la deuxième moitié du siècle. Tout va beaucoup plus vite que prévu. Et tous ces événements vont aller plus vite, seront plus nombreux et plus graves en importance. Il faut agir vite et fortement. À GMOB, nous disons souvent que ça va prendre un effort de temps de guerre. Écoutons ce qu'en disait en 2018 Michel Jeté, cofondateur de GMOB, dans un de nos premiers vidéos. Dans cette période trouble, certains se lèvent et le poids de leur avertissement est plus lourd que jamais. I think we have to think about moving at wartime speed. What's at stake is the future of civilization itself. Lester R. Brown est agroéconomiste et analyste environnemental américain. Le Washington Post le qualifie comme étant l'un des penseurs les plus influents de notre époque. Pour tenter de nous faire comprendre l'urgence de la crise climatique qui se développe actuellement, Brown utilise l'analogie d'une mobilisation de temps de guerre. Et ce n'est pas sans raison. Tous les indicateurs en rapport au climat sont maintenant au rouge. Seule une mobilisation de temps de guerre, de nos ressources économiques, de nos forces politiques et citoyennes peuvent probablement nous éviter une série d'effondrements majeurs. Avec son analogie de la Deuxième Guerre mondiale, Lester Brown nous offre probablement le dernier avertissement. Cette déclaration de Lester Brown date de 2011. 10 ans se sont écoulés depuis et rien n'a vraiment changé si ce n'est pour le pire. Et à voir les choses aller, il est difficile de croire qu'à la COP26, nos dirigeants auront vraiment compris la gravité de la situation. We can't say we don't have the resources to essentially invest in saving civilization. We can reverse these trends that are undermining our future. It's not going to be easy. And when I think about these things, January 6, 1942, President Roosevelt gave the State of the Union address in which he laid out U.S. arms production goals because suddenly we were involved in two wars on the far side of two oceans, one in Asia and one in Europe. He said we're going to produce 45,000 tanks, 60,000 planes, and thousands of ships. And people couldn't relate to that. It was so far beyond anything they could imagine. Because we were still in a depression mode economy when the Japanese attacked Pearl Harbor in 1941. So after his State of the Union address, he called in the leaders of the automobile industry and said, because you guys represent such a large share of our industrial capacity, we're going to rely heavily on you to help us reach these arms production goals. And they said, well, Mr. President, we're going to do our best, but it's going to be a stretch producing cars and all these arms too. He said, you don't understand. We're going to ban the sale of cars in the United States. And that's exactly what happened. From the beginning of April 1942 until the end of 1944, nearly 3 years, we didn't produce any cars in the United States. But instead of producing 60,000 planes, we produced 229,000 planes. I mean, if you can imagine producing that number of planes even today, 229,000. But we did it. And the point of this example is that it didn't take decades to restructure the U.S. industrial economy. It didn't take years. This was done in a matter of months. And if we could do that then we certainly can restructure the U.S. energy economy during this decade. And that's the real challenge on the climate front. So it is possible to bring about enormous change in a short period of time if we become convinced of the need to do it. And that's our challenge. We're talking now about saving civilization itself. We environmentalists have been talking about saving the planet for decades. But the planet's going to be around for some time to come. The challenge now is to save civilization, and that is not a spectator sport. We can't sit around and hope someone else is going to do it. You and I have to become directly involved.
We're going to have to become politically active if we're going to bring about the changes that are needed in the time that's available. Le choix est simple. Ou nous nous contraignons maintenant à effectuer les difficiles mais nécessaires transformations sociétales, ou nous attendons que la catastrophe s'en charge à notre place. D'autant que si la pandémie de la COVID-19 nous a enseigné à tous et toutes une chose, c'est qu'il valait mieux prévenir que guérir. En matière de climat, une chose est sûre, il n'y aura pas de vaccin.